Bonsoir à tous, les spectateurs de la nuit. C'est la première fois qu'on fait quelque chose à 21h. Merci d'être là, à cette heure-là. Nous allons accueillir maintenant Julie Gaillet. C'est une des personnes probablement en France les plus connues dans notre pays, car chacun connaît son nom. Et autant que connue, elle est même reconnue, puisque chacune des personnes, chacun des personnes savent, reconnaissent, peuvent la reconnaître sur une photo, connue et reconnue. L'immense majorité d'entre nous la connaît, et en fait, peu de gens savent exactement ce qu'elle fait, sauf qu'elle évolue dans le milieu du cinéma, et à vrai dire, bien peu savent qui est Julie Gaillet. Pourquoi je dis ça? Non que le sujet du jour soit de connaître le détail de la personnalité et des centres d'intérêt de notre invité, non. Mais parce que, au-dessus de tout, et c'est en rapport avec le titre général de ces journées, le besoin de vivre, l'envie de vivre, ce qui donne une boussole à sa vie. Or, Julie Gaillet a une boussole à sa vie depuis le plus jeune âge. Ce sont des engagements et des fidélités fondamentales. Et ces engagements sont nés, elle nous le dira, dès ses premières années dans sa famille, qui a connu des destins tout à fait particuliers et qui font que dès le plus jeune âge, elle a pu apprécier ce qu'était un engagement de vie, comment la vie de gens engagés pouvait être différente de ceux qui ne l'étaient pas. C'est une femme libre, déterminée, certains diront même obstinée, et qui, malgré une tornade médiatique comme peu de gens ont connu dans le monde, brutal, soudain et destructeur, ce véritable tsunami, elle a tenu. Elle a fait face, à cause précisément de son assise qui avait été obtenue par les engagements des siens et des siens propres pendant quelques décennies. Actrice, productrice, elle avance arc-boutée sur ces assises qui n'ont jamais bougé depuis, on va dire, l'adolescence. On va accueillir Julie Gaillet. Merci. Bonsoir, merci. Très impressionnée. Quelle introduction. Non, mais c'est vrai. J'ai trouvé très intéressant de passer du temps avec une personne qui a vécu ce que vous avez vécu, des choses absolument extraordinaires, et de voir comment on fait quand on subit des choses comme ça. Comment on fait pour tenir, ne pas bouger, ne pas être ébranlé par tout ça. C'est un trajet que peu de gens ont connu. Et donc, comme on traite de l'envie de vivre, j'avais l'impression, en regardant ce que vous avez fait, que votre envie de vivre tenait à certaines fidélités, à des engagements dont vous ne vouliez pas varier quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'était votre colonne vertébrale un peu, qui vous avait fait tenir et avancer. Alors oui, restez moi-même. Restez vous-même, voilà. Restez la même, mais depuis toujours, et peut-être probablement lié à la famille dans laquelle j'ai grandi, où finalement j'ai un père chirurgien qui gérait des questions de vie ou de mort, puisque c'est un grand chirurgien de chirurgie digestive. Très renommé, oui. Professeur de chirurgie digestive. Et que mes petits bobos ou la vie, enfin, d'avoir grandi en tout cas avec un homme qui tous les matins partait très tôt sauver des vies, ça remet vraiment les pieds sur terre. Donc je dois dire que ça a été certainement cette base. Un socle. Un socle, dans une famille de Bretons, très engagés, très têtus, avec un grand-père qui est parti lui aussi tout au début de la guerre, à l'appel du 18 juin, et tout de suite a pris
pris un bateau et est parti rejoindre De Gaulle à Londres, et qui a toujours été très têtu, lui aussi, et qui me le disait certainement, avec une arrière-grand-mère, sa mère, qui faisait partie des toutes premières femmes Ça, c'est formidable, cette médecins. histoire. 3 médecins en France, c'était l'une des 3 médecins femmes. C'était les 3 premières femmes médecins, 3 premières femmes voilà, médecins. qui avaient fait des études de médecine, qui n'a pas pu exercer comme médecin, puisqu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas voir les hommes nus. Et donc, elle est devenue chercheuse, parce que j'aime bien féminiser, et une femme de tête, et qui a laissé son fils de 17 ans, puisqu'il avait trafiqué sa carte d'identité, partir à Londres, alors qu'elle avait 5 enfants. Donc cette femme majeure, que j'appelle Mamité, mon grand-père, donc dans cette lignée de gens très têtus. Compagnon de la Libération. Donc mon grand-père, compagnon de la Libération. Il n'y en a que 1038 en France, faut le dire. Donc et on n'est pas fils de famille. C'est-à-dire, on est choisi par le général de Gaulle lui-même, personnellement, en raison d'actes que lui, patron de la France, a décidé décisif. C'est pas rien. Oui, mais il disait, nous n'étions pas des héros. Ouais. On était simplement, voilà, là encore une fois. Là où il fallait. Oui, là où, à suivre en tout cas ce qu'il pensait juste et écouter voilà ses valeurs. En tout cas, il était hors de question de ne pas continuer. Mener le combat de là où il fallait. Oui, enfin, il avait lu. Alors, il était médecin, non? Il était médecin après. Ouais. Et d'ailleurs, les compagnons de la Libération avaient droit à une dérogation et est passé en 2e année de médecine s'il voulait, et il avait refusé la dérogation. Il avait dit, il est hors de question, moi je ferai comme tout le monde. Je ferai comme tout le monde. Donc non, il était très têtu. Donc ça, c'était après la guerre. Il a passé son bac, je pense que c'était en Jordanie pendant la guerre. Il avait une grande admiration pour Leclerc. Voilà, moi j'ai grandi avec toutes ces grandes histoires, mais c'était pas du tout pour lui. Enfin voilà, je l'ai pas vécu comme un héros, mais plutôt comme quelqu'un avec des valeurs. Voilà, très, très forte. Et il me disait, tu es aussi têtu que moi, puisque dans ma famille, il n'y avait pas du tout d'acteurs. Il avait raison. Personne ne faisait ce métier, et que ça n'a pas été évident de dire un peu plus jeune. Vous l'avez connu, vous avez des rapports avec lui? Oui, je l'ai très bien connu, très longtemps, et j'étais très proche de mon grand-père. Mais voilà, en tout cas, d'une famille de gens comme ça. Important, en tout cas, je n'ai jamais ça oblige voulu d'appartenir à une famille comme ça oblige. On se sent quelques obligations, pas simplement parce que les parents, il ne s'agit pas que les parents vous demandent quelque chose, mais que de vous-même vous décidiez que voilà, vous appartenez à une famille. C'est plutôt une transmission par imprégnation, je dirais, oui. Vraiment de modèles, mais certainement pas. Non, je ne dirais pas que ça oblige ni que ce soit un poids, mais c'était voilà, il y avait quelque chose sur pouvoir se regarder dans la glace et être comment dire droit dans ses bottes, enfin en tout cas en accord avec soi-même. Donc rester moi-même, c'était le plus important pendant tout. Depuis que j'ai commencé. Et c'est vrai que dès que j'ai été comédienne, très tôt, la première fois qu'on fait les premières télévisions, les émissions, dans la famille, il y avait une façon de me regarder un peu différemment. Et là, tout de suite, je me souviens, parce que j'étais jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, j'ai dit, mais c'est toujours la petite Julie qui est là. Et je me suis beaucoup attachée à ça, à ne jamais changer. Alors après, j'ai eu cette chance immense de rencontrer Marcello Mastroianni dès mon premier tournage. Et alors ça, c'était quand même assez... pareil, ça a été pour moi très important, puisque Marcello était comme ça. Il était le même avec tout le monde. On est dans un métier, à l'époque, de moins en moins, mais quand même très hiérarchisé. Et Marcello était le même avec tous. Il n'y avait pas cette joie de vivre et cette simplicité. Et puis surtout, je retrouvais chez lui ce que disait mon père, c'est-à-dire, voilà, on fait un métier quand même, on est là, on a une chance folle, on vient nous chercher le matin, on nous emmène au maquillage.
c'est quand même un privilège et une grande chance. Et c'est pas tout ça n'est pas très sérieux, même si on le fait avec beaucoup de passion. Toute la famille avait accepté très normalement que vous choisissiez le métier de comédienne. Alors pas du tout. Pas du tout. Non. Je disais ça sans savoir, mais souvent ça se passe mal. Mais non, mais je pense que c'est... Oui, il y a un réflexe quand même. Oui, d'une famille où quand même ils auraient préféré que je fasse des études. Ouais. Je devais rentrer plutôt à Sciences Po et j'ai dit ben non, je ne vais pas rentrer à Sciences Po, je vais être comédienne. Je pense que ça fait peur et ça fait peur dans toutes les familles. Donc pour mon père c'était mais tu n'auras jamais une vie de famille équilibrée, je crois que c'était important pour lui. La peur de la drogue, la peur de ce que sont ces métiers. À la limite, actrice de théâtre, parce qu'à la limite, les acteurs de théâtre sont cultivés. Mais actrice de cinéma, ça c'était... Et donc je me souviens d'ailleurs, il m'avait dit, cite-moi le nom d'une actrice qui a une vie équilibrée, dans cette discussion compliquée. Et comme je ne connaissais absolument pas la vie des acteurs et des actrices, toujours pas d'ailleurs, c'est pas ça qui m'intéresse. Je lui dis, parce que c'est un modèle pour moi, Romy Schneider. Ah ben voilà un bon exemple. Ah oui. Donc c'était pas tout à fait. Voilà. J'ai compris après que sa vie n'avait pas été simple. Et je lui ai dit, écoute, si je ne fais pas ce métier, puisque tu me dis que c'est un métier où je vais devenir folle, mais si je ne le fais pas, je deviens folle, alors écoute, je vais le faire et je vais te prouver qu'on peut... Mais en tout cas, très tôt, j'ai eu aussi cette volonté de mettre ma vie privée derrière la porte et de me dire que c'était très important. Alors, même pour mon métier, hein, alors, il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a des actrices qui ont une personnalité. Et en France, on aime ça. Et moi, j'adore. Qui sont déjà des personnages. Si je vous donne un exemple, Béatrice Dalle, elle est, et on la prend pour ce qu'elle est. Ouais, et moi, j'avais l'impression que ma vie n'était pas très intéressante. Et ce qui m'intéressait, c'était de plonger dans les rôles. Et donc, de toute façon, qu'il ne fallait pas... que ma vie privée devait rester derrière la porte et après peut-être aussi liée à cette conviction de protéger de cette famille, de protéger la lignée. Non, de protéger cet équilibre, de se dire qu'il faut faire attention. Et donc, est-ce que c'est cette idée des règles, puisque donc vous me demandiez de mettre de mettre comme ça des principes, ou en tout cas je me suis donné valeurs, souvent des règles. Par exemple, quand je me suis mise à produire, je me suis rendu compte qu'il était très compliqué, si j'étais actrice d'un film et productrice, de pouvoir parler au réalisateur. C'est-à-dire que actrice, le réalisateur pour une actrice, c'est son œil extérieur. C'est la personne qui... me dit, dirige le tournage, me dirige, mais en fait on le fait ensemble, et surtout qui est mon œil extérieur. Eh bien, une productrice pour un réalisateur, c'est l'inverse, c'est moi qui suis là pour le soutenir. Et donc, si je me mettais à jouer dans les films que je produisais, alors au montage, ça allait être très compliqué de pouvoir être l'œil extérieur, puisque là, j'étais devenue actrice. Donc j'avais donné cette règle, et aussi pour que ce soit bien clair, qu'on ne me propose pas des films comme actrice pour que je les produise. Enfin voilà, j'ai tenu cette règle, et je n'ai pas joué, à part dans le tout premier, parce que j'avais fait le court-métrage, et qu'on avait fait ça ensemble, et qu'il voulait que ce soit moi. Et d'ailleurs, c'est là où je l'ai vu que c'était très compliqué au montage, de me dire, voilà, si je produis, c'est comme productrice. Donc de choisir sa règle, mettre des règles, c'est très important. Alors, il y a quelqu'un qui a changé votre vie, c'est Agnès Varda. Parce que elle vous a donné le premier rôle de son film, et vous avez découvert ce qu'était une femme au travail. Absolument. Et c'est là où j'ai rencontré Marcello Mastroianni, d'ailleurs. Voilà. Et là, vous découvrez qu'on peut être femme, qu'on peut être réalisatrice, et vous, voilà. Mais en fait, oui, je savais qu'il y avait des réalisatrices, parce que j'ai eu... Vous auriez pu dire son nom à la place de Romy Schneider, d'ailleurs. Je le dis maintenant. Mais aussi Romy Schneider. Non, ce qui était très fort, donc je fais ce premier grand rôle avec Agnès Varda.
Et ce qui était très fort, et j'en ai fait après des documentaires, c'était de me rendre compte qu'elle n'essayait pas d'être un homme. Elle était Agnès, et elle faisait à sa façon et différemment. Elle l'a raconté, elle me l'a raconté, je l'ai interviewée après longuement. Quand elle a commencé, c'était encore plus hiérarchisé. Vraiment, on disait maître pour le chef opérateur, le réalisateur, c'était monsieur. Et elle, quand elle a commencé, elle s'est dit comment on va m'appeler? Comment on va m'appeler sur un plateau? Oui. Et tout le monde disait Agnès. C'était la petite Agnès. Donc elle faisait en famille, elle travaillait en famille, elle emmenait Mathieu Demy, son fils, partout, en tournée avec les journalistes. Elle avait une autre façon de faire. Elle n'essayait pas de se dire, elle disait, un journaliste un jour en Suisse pendant une interview lui disait mais votre fils là, il était tout petit, il se baladait, ça le gênait. Et elle lui dit alors écoutez, si ça vous gêne, ça fait partie de ma vie, mais c'est pas grave, on arrête l'interview là. Et elle s'est levée et elle est partie en disant mais moi j'ai des enfants, je fais avec mes enfants, donc je vais faire autrement. Et c'était très impressionnant et aussi de manière artisanale. Alors pourtant qu'elle faisait un cinéma et elle avait cette force de voir le cinéma mondial, et c'est comme ça que moi j'aime le cinéma, c'est de me dire qu'avec notre spécificité, plus on est sincère et plus on parle et on est universel dans le monde. Et ce cinéma mondial, elle était à Los Angeles, elle fait le tour du monde, j'ai fait le tour du monde avec son film, je suis en Asie, partout. Elle le faisait de manière libre et indépendante, parce qu'elle restait dans cet artisanat-là. Elle produisait, elle avait son petit studio de montage, elle cherchait la liberté. Et souvent, on le voit même, je le vois aujourd'hui chez les réalisateurs, alors c'est plus facile avec les nouveaux outils, parce que c'est numérique, c'est plus léger, mais à l'époque, ces grosses bobines, c'est des gros budgets. Elle arrivait à garder son indépendance grâce à cet artisanat et cette légèreté. Donc, probablement, si elle n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu imaginer être productrice. C'est-à-dire elle m'a permis de pouvoir penser que j'allais m'autoriser à être productrice. C'est ouvrir une sacrée porte, hein, comme voilà, une possibilité de Tout était vie. Possible avec Agnès. Elle ouvrait les portes en grand. Alors voilà, comme déjà dans ma famille, il y avait cette idée de il faut ouvrir toutes les portes et on les ferme après et tout est possible. Évidemment, là, ça a ouvert très très grand. Et puis en plus, elle avait raison d'ailleurs, et on en reparlera sur les engagements, mais elle disait le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc il va falloir trouver de l'argent et qu'on ne donne pas d'argent aux femmes. Bon, mais ça on en reparlera, mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin de sa vie, elle avait ce projet d'un film qui s'appelait Visage Village, et j'espère que vous l'avez vu, sinon il faut vraiment le voir, c'est un très joli film. Et elle n'a pas réussi à le monter. Elle n'arrivait pas à monter son film. On donnait beaucoup de prix à Agnès. On disait « Oh, magnifique ». Pourquoi elle ne sacrifiait pas Mais parce que c'était compliqué de trouver de l'argent, des financements pour son cinéma. Et malgré tout, elle a fallu qu'elle bataille. Et je me suis retrouvée, alors qu'elle m'avait donné mon premier rôle, à coproduire son film pour permettre à Agnès de faire ce dernier film qui est magnifique avec JR, où il y a une transmission, où elle fait le tour de la France. En plus dans une période qui était particulière, puisque c'était après les attentats. Et elle a fait ce film incroyable. Est-ce que c'est elle qui a déterminé, alors votre engagement depuis plus de 20 ans maintenant, le féminisme, c'est-à-dire de vous battre pour que les femmes arrêtent d'être considérées comme des acteurs de deuxième jaune, si j'ose dire, et qu'on traite différemment des hommes, que les salaires des uns soient 10 fois supérieurs aux autres? À quel moment vous avez décidé d'engager ce combat? C'est parce que c'est un vrai combat. Hein. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a horrifié au point de dire je ne peux plus laisser passer ça, ça doit faire vraiment... Ou bien l'exemple de Varda Parce que il y a eu une conscience déjà dans les cours de théâtre de se rendre compte qu'on est majoritairement des femmes dans les cours de théâtre. En tout cas, quand moi j'ai fait ma formation, il y a 80% de femmes, probablement même un peu plus. Et que quand on sortait des cours de théâtre, et même quand on était en train de travailler, les plus beaux rôles étaient des rôles d'hommes. C'est-à-dire qu'ils sont moins nombreux, mais il y a beaucoup plus de rôles d'hommes. Donc forcément, l'offre et la demande, ils sont mieux payés. Voilà, ils sont moins nombreux.
Et si un acteur C'est toujours le même cas. âge ou du même niveau... C'est toujours le cas maintenant? Toujours le cas, bien sûr. Et c'est en train de changer, parce que les femmes arrivent, mais les rôles de femmes aussi. Mais on le voit aussi à la Comédie Française. Moi, je devais rentrer au conservatoire, et puis je vais voir les classes libres du conservatoire. Et alors là, bon, après, c'était aussi cette idée de l'emploi qui, moi, me fatiguait. Et dans les classes libres, je vois que les grandes blondes jouent les jeunes premières et que les petites rondes font les soubrettes. Et je dis, mais moi, je n'ai pas du tout envie d'être... moi, je veux pas du tout rentrer dans un emploi. Et on voyait que tous les beaux rôles étaient pour les hommes. Et ça m'avait vraiment frappée, ou que les femmes pleuraient toujours. Donc il y avait quelque chose quand même sur l'image de la femme. Et en tout cas, sur les salaires, oui, c'était l'offre et la demande. Puisqu'effectivement, quand un acteur décide de ne pas faire un film, pour monter le film avec quelqu'un d'aussi connu, c'est pas évident parce qu'ils sont pas si nombreux. Alors que n'importe quelle actrice, finalement, ne peut pas faire un film. Fait le bouche-trou. Il y en a beaucoup derrière qui peuvent prendre le rôle. Donc il y a quand même cette différence que je percevais. Mais mon engagement, il est venu... Alors, Agnès, elle me l'a transmise par imprégnation, mais je dirais que c'est plutôt... peut-être en étant... En tout cas, c'est de devenir productrice, et certainement ça a été un pas, même si j'étais dans le cliché absolu de ne pas m'autoriser. On le voit bien sur l'entrepreneuriat au féminin. Les femmes font moins de société que les hommes, mettent plus de temps. J'avais un besoin de prouver que j'étais capable, donc je travaillais dans une Sofica à côté pour comprendre tous les couloirs de récupération. Je voulais montrer que j'allais savoir si j'allais produire, de comprendre tous les contrats. Donc je travaillais sur les contrats. J'ai vraiment, avant de monter ma société de production, j'ai mis 10 ans. Je ne sais pas si un acteur comme moi, et j'ai plein de camarades qui l'ont fait, le font sans se poser cette question-là. Donc j'ai vraiment eu ce syndrome de l'imposteur qui est tellement féminin, d'avoir peur de ne pas être légitime. D'avoir peur de ne pas être légitime à la hauteur. Oui. Voilà. Bref, mais c'est pas tellement à ce moment-là. Ça s'est fait par étapes. La première étape, probablement, ça a été de m'engager sur l'endométriose, qui est une maladie qui touche les femmes, et de monter une association pour essayer de faire la promotion de cette maladie. Et là, je me suis rendu compte que les associations de femmes fonctionnaient avec des bouts de ficelle. Ça a été d'abord un choc de découvrir cette maladie dont je ne connaissais pas le mot. Je me souviens de dire l'endo quoi, d'appeler mon père en lui disant mais c'est quoi cette maladie, c'est pas possible, ça touche une femme sur 2, mais c'est quoi? C'est impossible que je ne connaisse pas. Et il me dit si j'en opère, mais oula, c'est le tabou, c'est un tabou. Tu t'attaques à un sujet compliqué. Et je suis partie dans cet engagement et décidé de faire connaître cette maladie pour que le temps de diagnostic diminue, puisque une maladie en moyenne c'est 3 ans et demi le temps de le diagnostiquer. L'endométriose c'est 7 ans et demi. C'est-à-dire que les femmes vivent pendant 15 ans avec des douleurs terribles sans savoir que c'est cette maladie. On leur dit que c'est dans leur tête, donc, ou qu'elles sont chochottes, c'est le rapport à la douleur. Donc il y avait beaucoup de sujets qui déjà enfin en tout cas je suis partie dans cet engagement très fort. Mais c'est, je pense, le tournant, c'est l'affaire Weinstein qui a percuté nos industries. C'est une révolution. Voilà. Et la bombe atomique. Non, c'est vrai, ça a été quelque chose dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est donc en 2017. À l'époque, je pensais, comme beaucoup de mes camarades, qu'il n'y avait pas de problème, que nos aînés, puisque j'ai 50 ans, donc le MLF a 50 ans, qu'elle nous avait ouvert les portes. Le problème, c'est ça. Et que ça allait se faire avec le temps. En 2011, donc avant 2017, en 2011, on m'avait proposé de réaliser un documentaire sur la place des femmes dans le cinéma. Et je me souviens d'avoir dit, il faut qu'on arrête de justement les stigmatiser. Écoute, je vais le faire, parce que c'était pour
rendre service à une amie, mais plus parce que je trouve qu'il y a une génération de réalisatrices formidables, ça c'est mon côté productrice, de mettre en avant ces réalisatrices qui arrivent, cette jeune génération. Donc je pars faire ce documentaire en 2011, je pose la question à 20 réalisatrices, c'est quoi un film de femme? Et surtout, je leur demande si elles connaissent Alice Guy, puisqu'en fait, la première personne qui a réalisé un film de fiction, c'est une femme, elle s'appelait Alice Guy, c'était la secrétaire de Gaumont. Et à l'époque, on parlait des Frères Lumière, puis de Méliès, on ne parlait jamais d'Alice Guy. Et je découvre, grâce à Alexandra Lamy, qu'en fait, la première personne qui a dit, donc à l'époque, les Frères Lumière font ces caméras, posent les caméras dans la rue, c'est ce qu'on va appeler le cinéma du réel. Ils posaient des caméras et ils filmaient. Mais la fiction, c'est-à-dire décider de prendre des costumes, de raconter des histoires, et d'ailleurs elle a fait plus de 300 films, c'est la secrétaire de Gaumont qui dit à Léon Gaumont, j'aimerais raconter des histoires. Et il lui dit, si ça ne prend pas de temps sur votre travail d'assistante, et que c'est un sujet de femme. Et donc elle part comme ça, et elle monte un studio dans le grenier, je crois, de la Gaumont à l'époque, et elle va faire ses films. Alice Guy a été effacée de l'histoire, parce qu'en réalité, elle s'est mariée ensuite à un homme qui travaillait pour la Gaumont, qui était en Allemagne, et donc elle se marie, elle va s'appeler Alice Blachet, donc elle perd son nom, la question de la perte des noms pour les femmes, et Léon Gaumont envoie cet homme aux États-Unis. Et donc, au moment où elle se marie, elle part aux États-Unis. Donc, c'était Alice Guy en France, elle devient Alice Blachet aux États-Unis. Elle a été oubliée, là. Et surtout, pour ne pas faire de l'ombre à son mari, elle décide de monter le premier studio indépendant qui va s'appeler la Solax, dont non seulement elle est la première femme qui va réaliser, en plus la première qui va être productrice indépendante aux États-Unis. Et c'est sa petite fille qui a fait un petit documentaire où on voit des images, et je vous conseille d'aller sur YouTube la regarder. On la voit très très vieille. Elle a été effacée. Bon, après, c'est une longue histoire. Son mari buvait, la trompait, la ruinait. Elle est revenue en France avec ses enfants. Mais elle a fait des films incroyables. Elle a même fait la Bible. Elle a fait des petits films sur la place des femmes, où elle met les hommes à la place des femmes. Enfin, c'est fabuleux. Donc, je fais ce documentaire en 2011. Aucune réalisatrice ne connaissait Alice Guy. Personne. Alors, je me dis, c'est comme quoi notre propre histoire, on l'a effacée. Je discute avec Bertrand Tavernier, je dis à Thierry Frémaux, il faut quand même, quand vous parlez de l'histoire du cinéma, on ne passe pas des Lumières à Méliès. On dit, oui, mais elle a fait 3 films. Depuis, on sait qu'elle a fait beaucoup de films et les choses changent. Mais en faisant ce documentaire, j'avais déjà pris conscience que c'était absurde de poser la question aux femmes. Et très vite, je dis à mon co-réalisateur Mathieu Busson, parce que j'ai donc décidé de faire la parité, parce que je suis pour la parité, on va poser la même question aux réalisateurs. Et d'ailleurs, Claude Lelouch a fait partie de ces 20 réalisateurs à qui j'ai posé la question, mais plutôt que de la poser aux femmes, de la poser aux hommes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un film d'homme? Qu'est-ce que c'est qu'un film d'homme? Et c'était absolument formidable. C'est-à-dire que toutes les femmes sont confrontées à cette question. Donc elles ont toutes une réponse élaborée, même si c'est de dire non, ça ne m'intéresse pas, alors que les réalisateurs là, c'était incroyable. Ils étaient tous à brrr. Ah mais alors ça, on ne me l'a jamais posé. On ne s'est jamais posé la question. On ne m'a jamais posé la question. Mais je ne sais pas, moi. Et alors c'était drôle, parce qu'il y avait de Michel Hazanavicius, Desplechin. Moi, je les ai tous vus. Jacques Audiard. Michel disait oui, c'est vrai. Alors je parlais de la garde des enfants. Donc qui s'occupe des enfants? Bon, alors Bérénice va de temps en temps, mais moi aussi je vais à la crèche. Donc au-delà de ça, c'était la question aussi de l'écriture, Est-ce que dans les films vous êtes capable, puisque vous avez fait ce documentaire sur 12 et 12, est-ce que vous seriez capable de dire tiens, tel film il est probablement tourné par un homme ou par une femme? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le film même qui vous permet de différencier les deux? Est-ce que ça existe vraiment? Non. Mais c'est les thèmes, les sujets, c'est l'écriture, c'est comme dans la littérature. Les sujets abordés, ouais. Dans les livres, on voit bien qu'il y a des sujets qui sont traités.
Donc c'est les sujets, et c'est aussi, quand on fait son premier film, en général on parle de soi, donc les hommes parlent d'eux, mettre un homme comme rôle principal, et pas toujours d'ailleurs, hein, et les femmes à l'inverse. Donc c'est quand même malgré tout, quand les femmes arrivent à la réalisation, c'est aussi des rôles différents pour les femmes et de plus beaux rôles. Alors, en faisant ce documentaire, et c'était très intéressant justement de poser toutes ces questions du cadre, de la façon Moi, de je me souviens, filmer, de l'autorité. je les ai vus, ces documentaires. Ils ont été rediffusés à plusieurs reprises. Voilà, de la question de la séduction, l'autorité, Ouais. les femmes qui se posent cette question de l'autorité, qui réinventent l'autorité, ou d'autres qui se disent, oh là là, il faut que je sois barbu avec une grosse voix et que j'ai de l'autorité. En tout cas, c'était très passionnant pour moi de me rendre compte que les Françaises, en tout cas, n'avaient plus envie qu'on parle de ça et pensaient que les choses allaient se faire, que les réalisateurs, finalement, eux, évoquaient la question des quotas, que ne pouvaient pas faire les femmes. Desplechin disait, mais s'il faut en passer par là, je trouve que ce serait normal, ce qui est très compliqué pour une femme de le dire, et il expliquait l'importance des quotas. Et puis, je me suis surtout rendu compte que nous avions le plus de réalisatrices au monde. Il y a 27% de réalisatrices en France, en Angleterre, enfin partout. Alors en Suède, c'est un peu différent parce que justement ils ont mis les quotas. Donc c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai, pardon. Mais quand même partout dans le monde, c'est impressionnant. Elles sont 5%, 3%. En Corée, il y en a 2. En France, c'est 10 fois plus presque. Hein. Oui, et aux États-Unis, dès que c'est des petits budgets, il y a des femmes, 10%, c'est quand même pas énorme. Mais alors quand on passe au gros budget, elles sont plus que 3%. Il y a 3%. Donc c'est aussi une question de gros budget. Bref, c'est passionnant et on pourrait en parler pendant des heures. Mais donc, je me suis dit, il y a aussi le système, par exemple. Donc, je décide de faire le même documentaire, mais dans le monde. Et j'ai voyagé, j'ai fait le tour de l'Europe, du monde, en me posant la question de la place. Et je me suis rendu compte qu'en Allemagne, par exemple, il y a un problème sur la garde des enfants. Puisqu'en Allemagne, une femme qui ne s'occupe pas de ses enfants de 0 à 5 ans est considérée comme une mère corbeau. Une mère indigne. Et donc c'est très compliqué pour les réalisatrices, mais pour les techniciennes, de pouvoir faire des films. Oui. Et donc elles avaient même organisé une crèche sur le tournage. Eh bien, ça posait problème quand elles tournaient en Allemagne. Elles racontent ça, elles expliquent la complexité. Mais c'est là où je trouve que Delphine Ernotte est assez incroyable, c'est qu'en Allemagne, il y a peu de cinéma. C'est une petite industrie à côté de l'industrie française, mais l'audiovisuel et la télévision est très importante. Il n'y a que 8% de réalisatrices à la télévision en Allemagne. Donc elles se battent pour avoir des quotas. Elles n'ont jamais réussi. Delphine Ernotte est arrivée, et nous, dans le cinéma, il y a 27% de réalisatrices. Et Delphine Ernotte dit, combien il y a de pourcentage de réalisatrices France Télévisions? Et on lui dit 8%, comme en Allemagne. C'est quand même assez fou. Et là, elle dit, eh bien, on se débrouille, dans 2 ans, je voudrais qu'il y ait 15%. Si on y arrive, autant que dans le cinéma, 27% ou 30%. En 1 an, ils ont réussi, puisque c'est une décision unilatérale. Là, franchement, c'est pas compliqué de monter un budget, on le décide. Et ils sont arrivés à ces quotas-là. Et là, après sa réélection, elle a dit, on va arriver à 50%. Ils sont passés à 30%, et là, ils sont en train d'arriver à 50%. Mais c'est-à-dire que toutes ces réalisatrices qui sortent des écoles vont pouvoir aller faire leur premier film, vont pouvoir en tout cas y arriver à la télé. Est-ce que MeToo, ça a changé complètement, à votre avis, la manière dont les femmes acceptent de parler de ce qu'elles subissent Donc moi, je fais ce documentaire au moment où il y a l'affaire Weinstein dans nos qui éclate juste à ce moment-là. Ouais. 2017. Donc je reviens là. Et en réalité, je pense qu'il n'y aurait pas eu l'affaire Weinstein, ça c'est ma conviction, s'il n'y avait pas eu cette campagne d'une misogynie atroce de Donald Trump. Je pense que le déclic, c'est ça qui a déclenché MeToo, ou qui a déclenché l'affaire Weinstein, qui a déclenché MeToo. C'est-à-dire qu'en réalité, à ce moment-là, on a quand même entendu des choses... moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on en parlait tout à l'heure, mais il a dit... When you're famous, you can grab them by the pussy. Quand vous êtes connu, vous pouvez les prendre par la chatte, les femmes. Il a quand même dit ça. Ça a été d'une grande violence, toute sa campagne. Et donc, quand il a été élu, et malgré tout il a été élu,
il y a eu ce qu'on appelait la Women's March, c'est-à-dire que les États-Unis ont été dans la rue, et on l'oublie, mais pour beaucoup aux États-Unis, puisqu'à l'époque, moi, j'avais été présenter un film que j'avais produit là-bas, de nombreuses personnes allaient dans la rue pour la première fois de leur vie, et ils le faisaient pour défendre le droit des femmes. C'est-à-dire que c'était assez fou qu'aux États-Unis, tout à coup, il y ait eu ce mouvement de femmes. Elles étaient très structurées à ce moment-là. Il y avait les gender studies depuis longtemps. Il y a pas et mal là, on n'est pas dans le d'organisations, wokisme, on est vraiment dans simplement refuser cette vision de la femme. Et donc, il y a l'affaire Weinstein. Alors, là aussi, pour vous expliquer, c'est une question de rapport de force, puisque en France, nous avons le director's cut, c'est-à-dire que c'est le réalisateur qui décide du montage de son film, et un producteur ne peut rien dire. Donc celui qui a le pouvoir en France, c'est le réalisateur. Aux États-Unis, c'est le producteur. C'est le producteur qui a le final cut. Et donc c'est lui qui a le pouvoir. Et bien donc c'est un producteur, Harvey Weinstein, c'est un producteur qui va abuser, utiliser son pouvoir, qui va être attaqué. Alors qu'en Inde, en faisant ce documentaire à l'international, je me suis rendu compte de ça, ceux qui ont le pouvoir, c'est les acteurs. Et on ne peut pas dire que la place des femmes en Inde soit merveilleuse, mais il y a beaucoup de réalisatrices, et je m'étais posé la question de pourquoi en Inde il y avait beaucoup de réalisatrices. Eh bien, comme celui qui a le pouvoir, c'est l'acteur, les acteurs ont compris qu'ils étaient... Et c'est des demi-dieux là-bas, hein. Vraiment, quand un acteur indien sort dans la rue, c'est une émeute. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup mieux filmés par les femmes. D'où la raison pour laquelle il y a beaucoup de réalisatrices en Inde. Bref, et donc on voit cette figure du pouvoir qui est complètement... voilà, qui explose, et cette actrice qui décide de mettre MeToo, hashtag MeToo, et la vague MeToo arrive. Aux États-Unis, elles étaient déjà très structurées. Elles avaient ces think tanks de réflexion sur les rapports de force. Elles ont très vite monté une association qui s'appelait Time's Up. Time's Up, c'était deux jambes importantes. C'était d'un côté faire des études et essayer de faire changer les rapports de force dans les métiers, avoir plus de femmes à tous les postes, essayer de comprendre les rapports de force dans les studios, et avec les Américains, ça ne rigole pas. Aujourd'hui, il y a eu des scandales dans 3-4 grands studios, et elles sont dirigées par des femmes, DreamWorks, Sony, enfin il y a eu beaucoup de changements. Mais de l'autre côté, c'était aider aussi les femmes qui étaient dans l'ombre et qui se faisaient harceler au quotidien. Et donc les Américaines ont décidé de lever des fonds pour aider les Américaines qui, elles, n'ont pas la capacité d'avoir des avocats. Donc on voit ce mouvement, elles lèvent 12 millions d'euros très vite, elles soutiennent toutes les femmes. Et nous, en France, Emma Thompson en Angleterre part dans cet engagement très fort, elle aussi, elle était liée à Time's Up pour les BAFTA. Donc il y a les Oscars, il y a les BAFTA en Angleterre, où elle lève 1,2 million d'euros, Emma Watson, pour essayer de faire bouger aussi le cinéma anglais. Les Espagnols prennent des éventails et font au Goya tout un événement en disant nous aussi on va essayer de faire bouger les choses. Et nous en France, on est beaucoup plus nuancés, c'est plus compliqué. La prise de parole, les discussions, qu'est-ce qu'on va faire au César. Il y avait eu cette tribune dans Le Monde avec Catherine Deneuve qui avait expliqué le droit d'être importunée. C'était beaucoup plus nuancé parce qu'on est différentes, justement. Et c'était ça qui était intéressant. Il y avait un peu de division hein, dans le clan féministe, j'allais dire. En tout cas, on est plus dans la nuance et la complexité. Et peut-être, voilà, c'est... Alors, il nous reste différent. Et donc, à ce moment-là, le cinéma français se retrouve autour d'une table. Et il y a une personne qui m'a beaucoup marquée avec Agnès Varda, c'est Tony Marshall, qui était là. Et on s'est retrouvés à discuter avec d'autres réalisatrices de qu'est-ce qu'on allait faire. Et on a pris ce modèle américain d'une certaine manière. Elles ont monté 50-50, une association pour pouvoir vraiment
objectiver, c'est-à-dire faire des études. Essayons de compter les femmes. Et j'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs, il faut compter les femmes pour qu'elles comptent. Donc on a fait des études, on a fait signer des chartes à tous les grands festivals du monde, et ça c'est venu de la France, puisqu'on a Cannes, on a commencé par le festival de Cannes, on est allé à Toronto, donc plus de 130 ou 140 festivals, les plus grands festivals du monde ont signé la charte pour simplement donner des chiffres. Combien de films de femmes sont reçus, combien sont sélectionnés, combien il y a de femmes dans le comité de sélection, voilà, des chiffres tout simples. Et simplement en donnant ces chiffres-là, certains festivals se disaient mince, on a une femme dans le comité de sélection. Et donc ça a permis de faire peut-être changer le regard. Elles ont fait des études et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte des pourcentages de différences salariales sur des métiers comme maquilleuse. Je donne souvent cet exemple parce qu'elles sont 80% et elles sont payées 17% de moins que les hommes. Parce que les maquilleurs sont des artistes et que les maquilleuses sont maquilleuses. Mais aussi parce que quand un maquilleur est engagé, moi qui étais productrice, j'ai demandé à mon directeur de production donc, de me donner les chiffres pour 50-50. Les maquilleurs, tout de suite, disent est-ce qu'on a des heures sup, combien de nuits, discutent, et disent ah ben non, alors là, il faut ça en plus. Et donc, ça a été une grosse prise de conscience pour essayer de faire changer les choses. Bref, ça, c'est le think tank. Et là, c'est là où il y a eu un peu peut-être scission. En tout cas, moi, je disais, il faut qu'on aide les femmes sur le terrain. Et comme j'avais bataillé avec Info Endométriose et que j'avais vu la place des associations de femmes, avec MeToo, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 30% de dépôts de plaintes supplémentaires, mais il n'y avait rien pour accueillir cette parole libérée. Et donc l'important, c'était de se dire, il faut qu'on soutienne les associations comme l'AVFT, l'Association pour les violences faites aux femmes au travail, qui venait de fermer son standard parce qu'il explosait avec toutes ces demandes. Il faut qu'on soutienne ces associations qui travaillent sur les violences faites aux femmes. Nous, les comédiennes, on doit les aider. Et donc, existait à cette époque, j'avais rencontré Anne-Cécile Melfer, une fondation des femmes. Ça faisait que 2 ans, 1 an et demi qu'elle venait de le monter. Et avec Tony Marshall, on les a rencontrés et on leur a dit, mais en fait, on va s'associer. Vous êtes des avocates, vous êtes une force juridique et vous êtes une fondation. On va lever des fonds qu'on va mettre chez vous et on va soutenir toutes les associations de femmes. Et là est né ce mouvement qui s'appelait, voilà, on a polémiqué, on n'est pas toutes d'accord en France, mais maintenant on agit. Et ça s'appelait Maintenant on agit. On a utilisé le ruban blanc des Canadiennes, le ruban blanc qui représente les violences faites aux femmes. Ce ruban blanc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, bon, après je vais faire trop de digression. C'était des polytechniciennes qui avaient été tuées. Un serial killer qui était rentré dans un amphi au Canada, qui avait dit aux hommes mettez-vous à terre et qui avait trucidé toutes les filles. Voilà. Et les garçons après. Bref, on utilise le ruban blanc, on va au César et on dit avec Tony Marshall, Alain, à l'époque Terzian, on aimerait faire une levée de fonds pour toutes les associations de femmes sur le terrain. Et là, Alain Terzian a négocié le prix du ruban en disant vous le fabriquez pour combien 50 centimes. Bon, ben, je vous l'achète pour 60 centimes. Il nous a donné 2800 € pour les 3000 rubans. Je pense qu'on aurait mis les petits rubans à l'entrée des Césars, on aurait levé plus de fonds. Ouais. Donc on a commencé à vouloir lever des fonds sur cette question-là. Et on a eu beaucoup de mal, et ça a été très compliqué. Et là, je suis partie, me suis engagée avec Tony, avec d'autres, en disant une partie des actrices ou une partie des réalisatrices, productrices sont dans le think tank. Moi, j'ai eu envie de m'engager avec la Fondation des femmes pour essayer de faire changer les choses. Et là, j'ai organisé depuis 5 ans avec Anne-Cécile Melfer, on fait des nuits des relais, on fait beaucoup de choses pour soutenir les associations. Et aujourd'hui, c'est 250 associations qui sont soutenues sur tout le territoire, sur toutes questions qui ne sont pas que les violences faites aux femmes, même si on a milité sur les féminicides, sur tout ça. Bref, mais pourquoi tout ça? Je ne vais pas le laisser parler. Il nous reste 5 minutes. C'est parce qu'Agnès Varda disait, et parce que Gisèle Halimi disait,
Ensemble. Le futur des femmes, c'est ensemble. Et la grande leçon de MeToo, la vraie grande leçon, et même dans notre industrie, c'est que tout de suite, on s'est fédérés tout ensemble. C'est-à-dire que pour la première fois, on s'est rendu compte que seul, c'est plus compliqué, mais qu'ensemble, on est beaucoup plus forte. Et ce qui s'est passé au Chili, où on a eu un relais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience chez les femmes qu'il faut être ensemble et unis pour faire avancer les choses. Partout. Et avec les hommes. Et c'est une des raisons pour lesquelles chaque combat est en train de vraiment changer. Je pense que cette jeune génération ne se pose plus la question de la même manière. On va regarder dans 30 secondes. Il se passe un combat absolument essentiel pour le monde entier en Iran en ce moment, avec des femmes qui mettent en danger le régime des mollahs, qui se les menacent tellement leur puissance et leur force est reconnue. Et donc, on va voir un clip dans 30 secondes où c'est l'Iranienne qui a repris cette chanson Bella Ciao, qui est absolument magnifique, seule. Et vous, en France, vous avez décidé d'accompagner. Voilà, tout de suite, parce que là, allez-y, 10 secondes. En gros, donc à la Fondation des femmes, je suis devenue le petit moteur où j'appelle toutes les actrices dès qu'on a un mouvement, dès qu'on a besoin, une espèce de tam-tam comme ça, pour fédérer tout le monde, dès qu'on a une cause, de se dire c'est tout ensemble et on va essayer de se mettre d'accord. Et là, c'est à l'appel des avocates, que nous avons fait cette vidéo. Donc après, je vous raconterai comment on l'a fabriquée. Mais voilà. Allons-y. For freedom. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیدار Ces femmes-là sont héroïques, pas simplement pour elles en Iran, pour tout le monde. 450 morts, c'est le dernier chiffre qui était aujourd'hui, 450 morts par balle depuis les premiers jours de ce mouvement des femmes. C'est une lueur pour le monde entier, ce qu'elles font là. Et elles le font dans des conditions absolument incroyables. C'est vraiment bien que vous ayez réussi tout ensemble, à montrer que vous étiez solidaires de ça, parce que c'est une chose qui est d'une importance qu'on n'imagine pas. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez de Trump, en 3 semaines, ce sont les femmes qui ont permis aux républicains qui viennent d'être élus
de sanctionner ce qui était présenté par Trump lui-même, ce qui fait que les femmes n'ont pas perdu ce qui est arrivé il y a 4 ans et demi ou 5 ans. Et donc, les candidats de Trump ont été battus dans les circonscriptions du Parti républicain, qui a gagné d'autres sièges. Et ce qui se passe en Iran, là, ce sont des mouvements de femmes qui réussissent à changer le vote d'un peuple américain qui considère maintenant que d'avoir voté Trump, c'était une erreur pour le monde entier et pour les femmes. Et en Iran, c'est-à-dire c'est quelque chose, ce mouvement des femmes planétaires, c'est quelque chose, c'est autre chose que MeToo même encore, hein, c'est quelque chose une influence politique majeure. Oui, et suivi et accompagné par leurs frères, et il y a eu beaucoup d'enfants aussi, d'adolescents tués, c'est-à-dire que là, elles ont leurs frères à leur côté et leur père, et donc c'est cette idée de prise de conscience globale. MeToo, c'était vraiment une prise de conscience, parce que c'est pas balancer des noms, je pense que balance ton porc, c'était très maladroit comme choix, parce que c'est pas l'idée, c'est plutôt le nombre, tout à coup, la prise de conscience de nombre de femmes qui étaient confrontées à ces violences et ce harcèlement qui était très impressionnant. Et cette prise de conscience, elle a fait bouger quelque chose malgré tout dans la société et qui, je pense, a été une vague, et il n'y aura pas de marche arrière. Donc, voilà, ça a touché les Chiliennes, il y a eu ce combat au Chili, très important, puisque l'avortement était encore interdit, alors que l'Uruguay avait déjà passé 2 ans avant la loi. En Uruguay, je crois que quand ils ont passé la loi, il y avait peut-être 87 femmes qui mouraient par an d'avortement, 0 l'année d'après, et 1 parce qu'il y a eu un problème la seconde année. Les Argentines, on pensait que ce ne serait pas possible, ça faisait des années qu'elles... Et là, il y a eu ce mouvement aussi, donc ce qui se passe en Iran aussi, mais partout dans le monde. Mais vous avez raison, on a l'impression que c'est irréversible. On pense que c'était juste ce mouvement. Et en réalité, ce qui se passe aujourd'hui dans les mouvements féministes, c'est bien au-delà de ces questions de balancer des noms ou de déboulonner des statues ou de se dire on ne va plus jouer Molière parce qu'il était misogyne. Ce n'est pas du tout la question, c'est de changer le système futur. C'est de se dire aujourd'hui, il y a des problèmes. Donc dans le cinéma, et donc on fait ces levées de fonds, ou on fait ces événements, on est très solidaires toutes les actrices, alors que c'était peut-être pas cette génération-là avant, et réalisatrices. Mais à côté de ça, on a aussi essayé de concrètement faire changer les choses. Aujourd'hui, pour avoir une aide du CNC, pour avoir une aide publique du cinéma, il faut passer un stage sur la question des violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire avoir une charte sur le tournage, avoir une personne référente, se dire que ça protège les unes et les autres, tous en réalité, parce que s'il y a un référent, ça veut dire que s'il y a un problème, tout de suite il est pris en main. Et c'est justement pas... Parce que la justice, ça peut prendre beaucoup de temps et ne pas toujours être réparatrice. L'idée, c'est ne pas... Et c'est surtout pas de balancer sur les réseaux sociaux parce que ça prend trop de temps, c'est de régler le problème très en amont et donc de faire changer les choses, d'écouter, de prendre en compte et de ne plus laisser les choses comme avant. Donc c'est plutôt l'idée de changer ce système. Et donc, alors depuis, on fait... beaucoup de choses diverses, mais là sur l'Iran, je suis quand même, on continue parce que en réalité elles se font massacrer, hein, c'est très très violent ce qui se passe et je pense que vous le voyez. Il faut quand même qu'il y ait une force politique qui se crée. Or elle a été écrasée, cette force politique. Donc là, c'est là où le politique intervient. Nous ne pouvons que simplement nous dire, on va passer un message, leur dire qu'on est là, dans un moment où il y avait un grand silence, et c'était insupportable, qu'elles savent qu'on est là, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que le silence, mais après, d'où l'importance du politique. Et ça, c'est autre chose. Alors, voilà. Je laisse ça aux politiques. Oui, bien sûr. Il reste 5 minutes. J'ai 2 questions à vous poser. Où avez-vous trouvé les forces de résister à ce qui... Dieu sait si on en a lu des choses, mon métier c'est d'étudier ce qui se passe, etc. Et quand j'ai vu ce que vous aviez souffert au moment du tsunami, que vous avez supporté, où avez-vous trouvé cette force-là? Parce qu'il faut une force, c'était d'une telle soudaineté, d'une telle brutalité, d'une telle rapidité,
une telle violence que je me suis dit, mais comment quelqu'un peut tenir? Juste où vous avez trouvé la force? Et la deuxième question, ce sera, parce que c'est envie de vivre le sujet, qu'est-ce qui vous donne l'envie de vivre en ce moment, quand vous vous levez le matin et que vous avez envie de vivre, d'où vient votre envie de vivre à vous? Si on revient aux Iraniennes, déjà, je me sens extrêmement privilégiée tous les matins d'être en bonne santé, de faire un métier que j'aime, d'être privilégiée parmi les privilégiés. On fait partie du premier monde, malgré tout. On a une chance inouïe. C'est vrai, bien et sûr. la place des femmes en France. Donc il y a des choses à faire changer encore et évoluer pour la jeune génération. Mais moi, tous les matins, je me dis que j'ai énormément de chance. Donc d'essayer de redonner ce qu'on m'a donné. Et sinon, je passe voir mon père à l'hôpital et je me calme tout de suite. Non, je l'aide. Je ne sais pas, on reprend peut-être au début de la discussion. C'est une envie concrète. J'ai toujours été dans le concret. J'ai pas, quand on me demandait si j'avais envie de tourner avec un réalisateur ou une réalisatrice, quel serait le réalisateur, je me disais, mais qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger un peu les choses? Mais en réalité, j'ai toujours été dans le concret et pas dans les mots. Donc j'ai beaucoup de mal d'ailleurs. C'est un exercice qui m'est difficile de vous parler ce soir. Je préfère parler au travers des films que je produis. Oui, je ne vous ai pas laissé parler pendant... Oui, je trouve que vous parlez de manière assez rapide, ininterrompue, dans la volonté de... Je fais trop de digressions. Non, mais voilà, d'être dans les films, oui, dans les films dans lesquels je joue, quand on est dans les choix de films. On choisit des sujets. J'imagine que c'est votre... on se lève avec l'envie de... Voilà, puisqu'on est décideur du film. Oui, c'était une grande fierté. C'est vous qui décidez de la chose que vous allez suivre. C'est important comme acte, comme choix. Oui. Les choix que vous faites, tout ça doit être une raison puissante de... Oui, parce que même si je peux choisir les rôles, et en tout cas décider de ne pas jouer dans certains films... Oui, vous choisissez les interprètes, vous choisissez le thème. Je suis choisie comme actrice. Mais c'est vrai que comme productrice, c'est moi qui choisis les thèmes. Et il y a quelques films dont j'ai été très fière, comme L'Insulte de Ziad Doeri, qui est un film qui se passe au Liban. Le film est allé aux Oscars et j'étais très très fière, sur une petite dispute, comme ça, une engueulade un peu forte, sur un chantier entre un chrétien et un chrétien... à Beyrouth, libanais, et un Palestinien, un réfugié, et qui va partir dans un problème national. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est une très jolie métaphore de ce qui se passe au Moyen-Orient et sur comment le fait je sais pas la rédemption, pas la rédemption, mais ça va venir. La résilience, pardon. Ouais. Comment pardonner entre la grande histoire, la petite histoire, l'histoire. C'est un film très fort. Ou encore un film que j'avais produit qui s'appelait Le procès de Mandela et des autres. Parce qu'on oublie, on l'a emmené à Cannes, il a été en sélection officielle. On oublie que Mandela, c'était un groupe, et ce n'est pas une personne, dans une période où on parle beaucoup du culte de la personne. Moi, j'aime l'idée de travailler en groupe. Je parle toujours de mes équipes et des équipes, on en parle souvent dans le cinéma, mais c'est vraiment pas un vain mot. Et Mandela, donc, a pris la parole pendant ce procès et a utilisé son procès pour faire ce long discours qu'on connaît un peu. Mais l'enregistrement du procès, qui était un système... ça s'appelait des dictabelts, des trucs en plastique comme ça très gros qui avaient des sillons. Quand on le réécoutait, s'effaçait. Donc ces dictabelts ont été mises dans un placard pour les préserver. On a un peu abîmé le passage de Mandela qui a été beaucoup écouté. Et c'est un ingénieur français qui a trouvé le laser pour pouvoir récupérer tout le procès. Et quand on voit le procès, les 10 accusés, il y avait un blanc, il y avait
un Indien qui était ni noir ni blanc, et de voir ce groupe et la façon dont ils se posaient la question de passer à la lutte armée. Et voilà, donc c'est un documentaire dont je suis très fière d'avoir produit. Donc ça, c'est vraiment des choix pour moi. C'est une façon de dire ce que vous êtes, je ne peux pas dire choisissez. avec des mots. Voilà. Et comme actrice, évidemment, la place des femmes est importante pour moi. Donc, Et vos fondements sur lesquels vous tenez debout, on sent bien que vous êtes décidé. Des gens disent que vous êtes même autoritaire assez souvent. Vous avez conscience du pouvoir qui est le vôtre dans les fonctions qui sont les vôtres et que vous avez acquises vous-même, personnellement. avec des règles très... Avec voilà, des règles, je ne vais pas du côté officiel. Par exemple, ça a été un choix et je n'ai jamais mis un pied du côté officiel. Bien sûr. Où avez-vous trouvé la force de tenir au vent? Ça, franchement, je pense que... Il faut une telle... J'ai du mal... Où a-t-elle trouvé... Allez, répondez, vous parlez facilement, vous m'avez dit tout à l'heure. C'est difficile. C'est exceptionnel, franchement, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, je ne sais pas si c'est exceptionnel, je ne crois pas. Là, ça s'est fait naturellement, ça vous avez dit ça. C'est en tout cas des règles. J'ai eu des modèles, c'est certain, dans ma famille. Ma mère, par exemple, ne voulait pas être femme de chirurgien. Elle avait refusé de faire les voyages et elle nous a élevés et pensait que c'était important. Donc, mais elle a su se réinventer, devenir antiquaire, avoir sa boutique. Ouais. Et je pense que c'est mon père qui l'a aidée. Là, je vais parler de choses très personnelles et je n'aime pas ça, mais je dirais que c'est des modèles de... Parce que vous dites toujours que vous aimez la pudeur, vous êtes quelqu'un qui aimait pas, donc on le voit, effectivement, quand vous parlez de vous, ça vous gêne un peu, mais il y a juste un moment où on se demande voilà, comment vous avez résisté à des chocs pareils, on est assez interrogatif. Allez, tout va bien. Merci d'avoir été avec nous. Non, merci à vous. On a eu du plaisir à vous recevoir. Voilà. Et vous m'avez posé la question, donc vous m'avez dit, est-ce que vous portez votre nom de femme mariée? Parce que c'est compliqué pour une femme féministe. Et donc, oui, je suis Julie Gaillet comme comédienne, en un seul mot. Et donc, je suis Julie Gaillet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.